Bonsoir Anouchka pour une série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors comme promis, ce soir je vais aborder un peu la question du runner, donc dans les aspects karmiques. Je rappelle pour mémoire que je suis thérapeute en soins vénusiens, que je travaille sur les aspects karmiques d'une façon générale depuis de nombreuses années, que j'ai aussi fait un travail personnel sur moi-même, sur mes propres incarnations, et que dans ce travail, je travaille sur les aspects généraux des aspects karmiques. Alors, avant de démarrer, j'aimerais clarifier quelque chose. Toutes les personnes ont des relations karmiques. Tous les humains ont des relations karmiques parce qu'en fait, la plupart du temps, les humains ont déjà vécu un certain nombre d'incarnations. Et il est tout à fait possible que dans cette vie qui est la vôtre, vous rencontriez des personnes avec lesquelles vous avez un passé commun. En général, quand c'est le cas, vous pouvez le savoir par une sensation de déjà-vu ou une impression de connaître cette personne depuis toujours. La plupart du temps, quand deux personnes se rencontrent et qu'elles ont on pourrait dire ça, une relation karmique, il y a quelque chose à comprendre dans cette relation et il y a souvent quelque chose à résoudre. Ça veut dire qu'en fait, si ces deux personnes se retrouvent, c'est parce que quelque chose n'a pas été résolu au niveau du passé ou que quelque chose a été vécu d'une façon qui n'était pas satisfaisante pour l'âme. Et les personnes se retrouvent, se rencontrent, rejouent en général un scénario qui est similaire. Et ce scénario, il est là pour donner la possibilité à la personne de revivre la même situation d'une façon différente. On peut avoir un sentiment assez intense vis-à-vis de quelqu'un envers qui on a une relation karmique. Parfois on tombe amoureux. Il y a plusieurs relations amoureuses qui sont ce qu'on appelle des relations karmiques. C'est-à-dire que les deux personnes se retrouvent non pas pour vivre une relation à long terme, mais pour résoudre quelque chose de l'ordre de leur karma. Et en général, une fois que cette chose-là est résolue, ou parfois pour le résoudre, les personnes se séparent et poursuivent ensuite leur vie parce que le but de ces personnes n'était pas de créer une relation à long terme, mais de résoudre ce qu'on appelle un karma. Dans ce genre de situation, les histoires qui sont bien spécifiques. Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre les relations karmiques et les relations de flammes jumelles. Ce sont des relations qui sont différentes. Et ce n'est pas parce que on a un sentiment de grande proximité avec quelqu'un qu'on est forcément dans une relation de flammes jumelles. Et c'est pas parce qu'on est dans une relation de flammes jumelles qu'on n'a pas de passé karmique avec la personne. Mais ce sont deux choses qui sont bien différentes. Dans la relation de flammes jumelles, on assiste en fait à une âme qui s'est incarnée dans deux corps, probablement pour faire l'expérience de l'amour réunifié, ce qui n'a pas pu se faire, ou qui a pu se faire parfois quand même, au cours des siècles, de façon plus ou moins heureuse, et en expérimentant un petit peu ce que je disais dans le premier aspect, dans le premier post audio, en expérimentant un peu ces questions des travers de l'amour en fait. Quand une âme s'incarne sur la Terre, elle arrive dans un système familial, elle arrive dans des conditionnements qui sont liés à une époque, et parfois l'âme avait un projet
Et une fois qu'elle est là, une fois qu'elle est dans un corps, elle est un peu aspirée par ses conditionnements ou par l'éducation qu'elle reçoit dans le système familial ou par les mémoires de l'ADN de la famille. Et bien sûr que tout ça est là pour servir l'incarnation et le projet d'incarnation, mais parfois aussi les personnes ne réussissent pas à, à aller au bout de leur contrat ou à réaliser pleinement le contrat qui était choisi. Et parfois, entre deux flammes jumelles, le contrat était justement d'arriver à une séparation brutale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup de prudence aussi. Donc, dans le cas d'une relation de flammes jumelles, on a une grande spécificité qui fait que ces âmes sont faites aujourd'hui pour se retrouver et pour servir ensemble l'humanité, ce qu'elles ont souvent déjà fait dans le passé. En tout cas, dans les flammes, voilà, moi j'apporte un point de vue qui est relativement scientifique, puisqu'en fait on a peu de données jusqu'à maintenant. Donc je m'appuie sur la clinique, hein. Ça veut dire que je m'appuie sur les personnes que je reçois en consultation. Et il se trouve que dans ma consultation, qui était une consultation plus générale, depuis un certain nombre d'années, pas tant que ça finalement, depuis peut-être 2-3 ans, je commence à recevoir de plus en plus de personnes qui finalement sont dans des relations de flammes jumelles. Donc j'ai peu de recul pour donner soit des chiffres, soit quelque chose sur lequel on puisse vraiment s'appuyer. Donc vous pouvez vraiment mettre en doute tout ce que je dis. Pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ce que je constate, c'est que la plupart de ces flammes jumelles avaient déjà servi l'humanité dans le passé, avec plus ou moins de bonheur, puisque en fait ça a été parfois très difficile et que ça a passé parfois par voilà, par le fait d'être brûlé ou par le fait d'être assassiné ou par le fait d'être torturé aussi, hein, puisque dans toutes les années qui nous précèdent, les personnes qui avaient un fort potentiel sur le plan spirituel n'étaient pas acceptées par la société, ni par le pouvoir en place. Donc voilà, ça c'est pour les flammes jumelles. Donc les flammes jumelles, elles sont cette spécificité de s'être incarnées et d'avoir dans leur plan d'incarnation le fait de se retrouver pour pouvoir servir ensemble. Et ça passe par le nettoyage et par la guérison en fait de leur karma commun, puisque dans leur karma commun, il y a eu des événements dans lesquels l'une a blessé l'autre, ou l'autre a blessé l'une, où il y a eu des malentendus, ou en général c'est surtout ça. Donc, deux flammes jumelles ne peuvent pas, à mon avis, se retrouver sans avoir fait ce nettoyage karmique, qui n'a pas besoin toujours de se passer dans une consultation, hein. Ça peut se faire aussi d'une façon très simple à travers le travail que chacun fait sur soi. Donc il n'y a pas un passage obligatoire avec des personnes qui peuvent identifier le karma. Mais je ne suis pas sûre que deux flammes jumelles puissent faire l'économie en fait de ce travail d'épuration sur le plan karmique. À côté de ça, on peut avoir deux âmes qui se retrouvent ou qui ont vécu un karma. Je vais vous donner un exemple. Voilà, on est au temps de l'Inquisition, une personne a une action qui est par exemple de faire des soins de guérison et l'Inquisition ne supporte pas que ça soit fait et fait un procès à cette personne et finalement la fait brûler. Voilà, un exemple un peu classique. Eh bien, ces deux personnes-là, celle qui a donné l'ordre de brûler et celle qui a été brûlée, peuvent se retrouver aujourd'hui dans cette vie, dans des rôles un peu différents,
ou disons, où la symbolique est différente puisqu'on n'est plus dans la même époque, mais où la symbolique est respectée. Et donc ces deux personnes auront probablement à se retrouver pour pouvoir chez l'un libérer une culpabilité ou chez l'autre libérer une capacité de jugement trop affinée. Enfin, et donc ces deux personnes-là ne sont pas des flammes jumelles. Ce sont juste deux personnes qui ont vécu quelque chose à une autre époque. Cette chose-là a été violente, a engendré des blessures de l'âme, et ces deux personnes ont une réconciliation à faire. Donc voilà, avant de démarrer ce soir, je voulais vraiment préciser ces deux choses-là parce que je n'aimerais pas qu'on fasse des confusions et qu'on pense d'une part que parce que deux personnes ont un karma ensemble, elles seraient forcément des flammes jumelles, ce qui n'est pas le cas, ou que parce qu'on est des flammes jumelles, alors on serait dans un karma où on doit juste libérer ce karma et se quitter et ne plus être ensemble, ce qui n'est pas la fonction des flammes jumelles. Les flammes jumelles ont à libérer leur karma pour pouvoir se retrouver. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes types de karma, ce ne sont pas les mêmes histoires. Ça, de nouveau, c'est vraiment la consultation pour moi qui me le montre. Voilà, ça c'était vraiment le premier aspect que je voulais développer. Et ensuite, donc j'en viens maintenant un peu à parler du runner. Alors, le runner, dans la dimension karmique, a une posture aujourd'hui qui est un peu différente de celle du chaser. Il semblerait, ou ce que je peux constater, c'est que lorsque le chaser découvre qu'il a blessé le runner, ou qu'il a eu une action qui a été souffrante pour le runner, le chaser est immédiatement désolé de ça. Et lorsque le chaser découvre que le runner lui a fait du mal, ou il faut vraiment prendre ce que je dis avec des pincettes, ce n'est pas le runner qui a fait du mal, c'est encore des vieux conditionnements. Le runner a posé une action qui a été douloureuse, vécue douloureusement par le chaser, ou qui parfois a été inadéquate, ou qui parfois a pu être dans l'abus de pouvoir, ou inversement. Donc quand c'est le chaser qui remarque tout ça, le chaser arrive assez rapidement à être vraiment désolé et à rester dans une forme d'émerveillement de son runner et dans une forme de pardon presque immédiat. Ça, c'est ce que j'ai vraiment constaté dans la consultation. Ce qui n'est pas le cas du runner. Souvent, le runner reste pris. Le chaser a d'autres problèmes que j'ai cités dans les deux premiers posts audio, qui fait que le chaser va juger la vie actuelle. Mais par rapport à la vie passée, en général, quand un chaser découvre la vie passée de son runner, il est très très vite dans le sentiment amoureux, dans quelque chose de tendre et de doux et d'une forme de désolation en fait, d'avoir pu blesser. Alors que le runner, lui, il est très souvent dans une forme de rancune qui lui est beaucoup plus difficile à dépasser. Je pense que cela s'explique par plusieurs choses, notamment par le fait que quand le runner rencontre sa flamme jumelle, la première chose, quand deux flammes jumelles se rencontrent,
le chaser entre en contact avec l'amour qui les a réunis dans le passé. Alors que le runner entre en contact avec les désaccords qui les ont réunis dans le passé. Et du coup, le runner entre en contact, à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr, parce que ça peut aussi être peut-être différent. Mais là, je vous dis vraiment ce que je constate. Le runner entre en contact avec, on va dire, les pires aspects du chaser. Donc il y a en même temps, bien sûr, une attraction très forte pour la personne, mais il y a aussi une grande méfiance. Et ça, c'est dû au fait que le runner entre d'abord en relation avec les vies dans lesquelles il a pu, par exemple, être manipulé par le chaser, ou il a pu être nié par le chaser, ou il a pu être... en général, il n'y a pas d'agression. En général, il n'y a pas d'agression. Mais il peut y avoir vraiment de la négation et de la manipulation. Et ça, c'est aussi ce qui explique que souvent le runner va fuir parce qu'il a peur de souffrir à nouveau. Pas de la même façon que le chaser. Le chaser a peur de perdre une fois de plus sa flamme jumelle. Mais le runner a peur que sa flamme jumelle produise sur lui de la douleur. Et souvent, c'est presque quelque chose qui peut même se rigidifier chez le runner. Chez qui il est difficile d'entrer dans une forme de pardon, de compréhension profonde de l'autre. Oui. Je suis en train de chercher un exemple que je pourrais donner. Je vais donner un exemple d'une situation où le chaser était... C'est une histoire qui se passe dans l'Ouest. Et le chaser est un cow-boy vraiment qui n'a appris qu'à tuer et à être un justicier, et qui en est même devenu un shérif. Et il a une épouse, et cette épouse est donc le runner. Et cette épouse, à un moment donné, est victime d'une agression, et le mari ne bouge pas. Le mari, d'ailleurs, intéressant, a des problèmes d'alcool. On voit qu'en fait, finalement, les histoires se rejouent, sont assez similaires. Souvent, les décors sont un peu différents, mais les histoires sont assez similaires. Donc là, c'est un exemple que je vous donne de quelqu'un que j'ai eu en consultation. Et lorsque le chaser découvre en fait ce qui s'est passé dans cette histoire-là, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir le couple en consultation, lorsque le chaser découvre qu'il n'a vraiment pas pris soin de cette femme, et que c'était une incarnation dans laquelle il était vraiment au service de, on va dire, du fait de tuer, de passer son temps à tuer des êtres, en pensant qu'il était dans les gentils puisqu'il tuait des méchants. Voilà, le chaser était vraiment presque désespéré d'avoir produit ça à sa flamme jumelle. Et la flamme jumelle qui était le runner, et qui était la femme qui avait été agressée, et qui aujourd'hui est un homme, est restée dans cette rancune, mais des semaines et des semaines et des semaines, sans pouvoir intégrer ce qui s'était passé. Et ça, c'est un exemple, mais j'en ai d'autres, j'en ai vraiment d'autres. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire au runner ? J'aimerais dire plusieurs choses au runner. J'aimerais dire d'une part,
les runners sont souvent des êtres qui sont extrêmement sensibles à la manipulation et qui ne supportent pas la manipulation et qui ont raison de ne pas supporter la manipulation parce que la manipulation n'a plus lieu d'être sur notre planète. Mais ils sont prompts à voir dans le chaser d'aujourd'hui un être manipulateur que le chaser d'aujourd'hui n'est plus forcément. Ou s'il l'est encore, il l'est parce qu'il a peut-être grandi dans une famille où il y avait beaucoup de manipulation et que ça fait partie un peu de ses conditionnements, mais fondamentalement, il ne l'est plus et il ne joue plus ce rôle aujourd'hui. Donc le runner a tendance à projeter ça sur le chaser d'aujourd'hui. Et il ne voit pas toujours qu'il a lui-même des incarnations dans lesquelles il a aussi été dans l'abus de pouvoir et la manipulation. Donc ce que j'ai décrit pour le chaser est valable aussi pour le runner, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que le runner, lui, il va tout de suite détecter en quoi le chaser peut le manipuler. Et il va se sentir manipulé alors que le chaser souhaite entrer en lien avec lui et le retrouver. Et le runner va vivre ça comme de la manipulation. Il va le vivre comme de la manipulation, non pas parce qu'aujourd'hui il est manipulateur de la part du chaser d'avoir envie de retrouver son runner, mais parce que dans le passé, le chaser a eu des incarnations dans lesquelles il a manipulé le runner. Et le runner oublie qu'il en a eu lui aussi, à d'autres époques, à d'autres moments, mais qu'il a aussi fait cette expérience de vouloir expérimenter qu'est-ce que c'est l'abus de pouvoir. Et que s'il ne supporte pas l'abus de pouvoir aujourd'hui, c'est bien aussi parce qu'il en a souffert, mais c'est bien aussi parce qu'il a lui-même été dans l'abus de pouvoir. Et on trouve chez le runner aussi des hommes politiques du passé, des gens qui ont été dans la gouvernance. Et on trouve chez ces runners d'aujourd'hui une façon de ne pas supporter en fait la gouvernance actuelle. Mais souvent, ce qu'ils vont reprocher aux gouvernants d'aujourd'hui, à juste titre, sont ce qu'ils ont été eux-mêmes, c'est-à-dire des êtres qui étaient dans l'abus de pouvoir. J'espère que ce que je suis en train d'expliquer est bien clair, parce que comme il y a beaucoup de niveaux, ce n'est pas forcément facile de bien différencier ces niveaux. Donc le runner, on pourrait reste souvent dans un espace un peu mental. Et l'invitation qui serait donnée au runner, moi je dirais que le chaser est un peu dans l'ego et le runner un peu dans le mental. Donc, et l'un et l'autre ont à se libérer de ces deux choses-là. Mais pour le runner, l'invitation serait vraiment d'aller dans le ressenti, d'aller plutôt sentir que juger, et c'est ça qui est difficile pour le runner. Parce que le runner, dans ses aspects karmiques, a souvent beaucoup souffert. Ça ne veut pas dire que le chaser n'a pas souffert, mais la souffrance du runner est quand même souvent extrême. Souvent, c'était le runner qui était par exemple torturé et le chaser qui perdait le runner. Donc le chaser a souffert d'avoir perdu le runner et le runner a quand même souffert de tortures psychiques ou de choses qui peuvent être souvent très intenses. Donc pour le runner, c'est une protection d'aller dans le mental.
Parce que quand on est dans le mental, on ne sent plus rien. Et ça, c'est quand même confortable. Et c'est légitime. Hein. Quand on souffre beaucoup, c'est légitime de ne pas vouloir sentir cette souffrance parce que cette souffrance, elle est désagréable. En même temps, c'est aussi en se remettant en contact avec la souffrance qu'on peut la transformer et surtout qu'on peut aller chercher le réconfort. Parce que tant qu'on est dans le mental, on n'a pas forcément besoin de réconfort puisqu'en fait on est coupé de sa souffrance. Et c'est souvent ce que j'ai pu constater, la posture du runner, c'est que souvent le runner, il est un peu coupé de sa souffrance, coupé de son ressenti, coupé de ses émotions, et il reste sur un niveau mental. Donc, en comprenant cela, au lieu de se juger, ou au lieu que les autres le jugent, d'être sur un plan mental, c'est totalement inutile. De toute façon, le jugement est toujours inutile, et le jugement de valeur. L'observation est précieuse, mais le jugement de valeur est vraiment souvent extrêmement stérile. Donc, si le runner reste sur un plan qui est un petit peu un plan mental ou un plan de projection, avec des grosses rancunes, avec des grosses, on peut dire des rages ou des choses comme ça, ok, on peut regarder ça et on peut le comprendre et voir qu'en fait c'est une façon de se protéger et que cette protection, d'ailleurs la fuite c'est aussi une façon de se protéger, mais c'est une façon qui est vraiment légitime. Parfois c'est trop, et quand c'est trop, la fuite c'est un réflexe de salut en fait. Donc quand le runner il est en train de fuir, c'est parce que c'est parfois une question de vie ou de mort pour lui. Donc au niveau d'une sensation interne. Hein. Donc c'est vraiment parce que tout à coup, il y a une montée d'émotions qui arrive et le runner ne sait pas quoi faire avec ces émotions-là qui montent. Il n'a pas encore compris qu'il peut juste les écouter, les sentir, les accueillir, devenir bienveillant avec ses émotions, les comprendre. Il entre dans une forme de jugement. Ce jugement le met à distance, les émotions continuent à monter, puisqu'en fait elles ne sont pas accueillies, elles ne sont pas transmutées, et du coup il y a un moment où c'est trop, et à ce moment-là, le runner il va couper, non, il va se mettre encore plus à distance, il va essayer de ne pas ressentir, et c'est là qu'il va parfois entrer dans des... dans le fait d'avoir une maladie ou enfin le corps va devoir aller parfois très loin pour lui montrer quelque chose parce que le runner a peur d'entrer en relation avec cette chose-là. Personnellement, j'ai beaucoup de tendresse pour tous ces comportements de fuite et de refuge dans le mental. J'ai de la tendresse parce que je l'ai aussi été, bien sûr, hein, ça a aussi été un de mes fonctionnements. Mais j'ai aussi de la tendresse parce qu'en fait, on est vraiment des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on n'emmène pas toujours large. Et on fait ce qu'on peut, en fait. Et je pense aussi, et les guides avec lesquels je travaille me montrent vraiment que c'est à travers cette tendresse qu'on peut aller accueillir ces différentes parties de soi. Et c'est en accueillant ces différentes parties de soi qu'on peut vraiment prendre la mesure complète de notre humanité et de toute la sphère de l'humanité, c'est-à-dire tous les espaces différents. Et se réfugier dans le mental, par exemple, c'en est un. Et c'est quelque chose qui n'est pas positif à long terme parce que ça empêche d'intégrer et de revenir vraiment pleinement à l'âme, mais c'est quelque chose qui est légitime dans le sens où parfois il n'y a pas d'autre choix. Par contre, je pense que c'est important de comprendre ce mécanisme et de comprendre pourquoi il se met en place. Et souvent, il se met en place parce que
et c'est quand même très fort chez le runner. Le runner ne sait pas comment accueillir des émotions qui le submergent. Donc ça, c'est le travail du runner. C'est vraiment le travail du runner, d'aller sentir et de sentir que finalement, une émotion, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Souvent, le runner, il identifie l'émotion à quelque chose qui serait dangereux. Et donc, il se place sur un plan intellectuel qui est loin de l'émotion. Mais en fait, une émotion, ça n'a rien de dangereux. Je veux dire, c'est comme une vague qui arrive. Et en fait, si on reste relié à cette vague, si on reste en contact avec cette vague, et je pense que Eckhart Tolle l'explique bien, hein, si on reste en contact avec cette vague, finalement, cette vague, elle passe. Hein, elle est intégrée, elle est transformée. Et puis, on arrive sur une île. Donc finalement, cette notion de danger, elle est illusoire. Mais ça peut prendre un petit peu de temps de le comprendre. Voilà, peut-être que je vais m'arrêter là pour ce soir, pour ce 3e post. Et puis je reprendrai. Vous pouvez faire bien sûr des commentaires, ça, je serais très curieuse et intéressée de savoir comment tout ce que j'explique résonne chez vous. J'ai remarqué qu'il y avait finalement beaucoup de choses sur les flammes jumelles sur internet, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de choses sur les aspects karmiques, en tout cas pas dans cette voie-là, qu'on pourrait dire qui est la voie vénusienne. Et donc si vous voulez faire des commentaires, ça m'intéressera beaucoup. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous.